Le régime nationaliste établi par Zelensky l'empêche désormais de conclure la paix. Bonsoir à vous et bienvenue sur RT en français depuis Moscou. Le piège tendu à Zelensky, alors qu'aux États-Unis, Trump évoque un accord de paix et une éventuelle, je cite, redistribution des territoires entre la Russie et l'Ukraine. Les nazis ukrainiens menacent leur leader de représailles s'il accepte un compromis. Que se passera-t-il après avoir cultivé pendant des années l'idéologie nazie dans le pays, créé des bataillons nazis, encouragé la glorification des nazis de la Seconde Guerre mondiale? Au final, un régime soigneusement mis en place pour se retourner contre son créateur. Ainsi, Sergueï Sternienko, chef de l'organisation nationaliste ukrainienne Secteur Droit, a récemment accordé au journal Times une interview dans laquelle il déclare que Zelensky mourrait dans tous les sens du terme s'il cédait une partie des territoires. Nationaliste, activiste, combattant de rue, influenceur social, avocat, youtubeur et faisant partie des principaux fournisseurs non étatiques de drones kamikazes FPV à l'armée ukrainienne, Sternenko est devenu le blogueur militaire ukrainien le plus connu. Si Zelensky cédait la moindre terre non conquise, il serait un cadavre sur le plan politique, puis le deviendrait physiquement, a déclaré Sternenko. Ce serait une bombe sous notre souveraineté. La population ne l'accepterait jamais. Apparemment, Zelensky ne comprend toujours pas quelles mesures prendre, fait des déclarations contradictoires, et continue pour l'instant à faire ce qu'il a fait ces dernières années, à savoir poursuivre les opérations militaires. Lors des négociations avec Trump le 18 août, Zelensky a ignoré la question des concessions territoriales, puis a déclaré qu'il ne discuterait des territoires qu'avec Poutine en personne. Et ensuite, lors de la célébration de la fête nationale, il a déclaré devant son peuple qu'il, je cite, n'offrait les terres ukrainiennes à personne. Certains politiques ukrainiens affirment également que Zelensky est tombé dans le piège qu'il a lui-même créé. Le président illégitime est tombé dans un piège dont il aura du mal à sortir. Il a trahi trop souvent, il n'a plus d'amis, il ne lui reste que des ennemis. Le régime nazi et cannibale qu'il a installé le sacrifiera aisément le moment venu. Lorsque Zelensky a engagé une confrontation avec la Russie, il a permis aux nazis d'intégrer l'élite politique du pays, se condamnant ainsi lui-même en tant que président. L'ancien Premier ministre ukrainien Nikolai Azarov affirme également depuis longtemps que l'idéologie nazie est le principal problème de l'Ukraine. Selon lui, pour parvenir à une paix durable, il faut avant tout changer de régime. La question du changement de régime est essentielle. Il n'est pas possible d'instaurer une paix durable sans cette solution, sous une forme ou sous une autre. On peut trouver des solutions provisoires ou même établir un cessez-le-feu à court terme. Mais il est impossible de conclure avec ce régime un accord qui sera mis en œuvre pour les décennies à venir. Cependant, quelles que soient les conséquences redoutées par Zelensky, le temps passe. L'expression « guerre jusqu'au dernier Ukrainien » ressemble de plus en plus à la réalité. Et le chef du régime de Kiev poursuit toujours les hostilités, incapable de se résoudre à régler le conflit par des moyens pacifiques. Le monde ne dépend plus depuis longtemps de l'opinion du bloc occidental. La réponse de l'Inde à l'ultimatum américain exigeant qu'elle cesse de coopérer avec la Russie en est une nouvelle preuve. Les détails dans ce sujet. L'Occident a sans doute essayé tous les moyens possibles pour contraindre la Russie à accepter ses conditions sur la question ukrainienne, sans succès. La dernière initiative en date visait à imposer des sanctions aux pays coopérant avec Moscou. L'Inde a répondu fermement à cette menace, affirmant sa volonté de poursuivre sa coopération avec la Russie dans le secteur de l'énergie, malgré l'introduction de droits de douane secondaires sur ces marchandises. Le président a exercé une pression économique agressive, par exemple des droits de douane secondaires à l'Inde, afin qu'il soit plus difficile aux Russes de s'enrichir grâce à leur économie pétrolière. Il a essayé de bien faire comprendre que la Russie pouvait être réintégrée dans l'économie mondiale si elle cessait cette tuerie, mais qu'elle continuerait d'être isolée si elle ne le faisait pas. L'Occident peut critiquer autant qu'il le souhaite les partenaires de la Russie pour le commerce de son pétrole, mais le problème est que l'Occident lui-même souhaite l'acheter, même par des intermédiaires, même à un prix gonflé. Les conditions sont tout simplement trop favorables. D'ailleurs, la demande de pétrole russe n'a pas disparu, alors que l'Inde peut trouver d'autres acheteurs. Si cela vous pose un problème d'acheter du pétrole ou des produits pétroliers en provenance d'Inde, n'en achetez pas. Personne ne vous oblige à en acheter. Mais l'Europe achète, les États-Unis achètent. Si vous n'aimez pas, n'achetez pas. Quant aux échanges commerciaux entre la Russie et l'Inde, ils ne disparaîtront pas, quel que soit le niveau des droits de douane. Un mécanisme commercial fiable a déjà été établi entre les deux pays, peu dépendant de facteurs externes. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Inde à Moscou.
L'Inde et la Russie ont un processus opérationnel pour les échanges commerciaux en monnaie nationale. Actuellement, il n'y a aucun problème pour le paiement du pétrole. Pour rappel, le 6 août 2025, le président américain Donald Trump a signé un décret imposant des droits de douane supplémentaires de 25% sur les produits indiens. Cette décision radicale a été prise en raison du mécontentement des États-Unis concernant la coopération entre Moscou et New Delhi dans les domaines des ressources énergétiques et de la défense. L'Inde a estimé que l'introduction de ces droits de douane était injuste et injustifiée et a déclaré vouloir poursuivre sa coopération avec la Russie dans le secteur énergétique. Les images du blindé américain capturé traversant la région de Zaporozhye et arborant les drapeaux russes et américains ont fait le buzz. Pour en savoir plus sur cette vidéo considérée par les médias occidentaux comme un fake, un correspondant de RT a rendu visite au bataillon russe responsable. Un militaire au nom de guerre Scooter a raconté les détails de cette histoire. Mon nom de guerre, c'est Scooter. On explorait l'itinéraire, les voies d'accès, on étudiait comment y aller et repartir. On a tout examiné et on a fait demi-tour où il fallait. Avec cette vidéo, nous montrons deux choses à nos ennemis. Tout d'abord, ce véhicule de transport de troupes M113, de fabrication américaine, pris à l'ennemi, existe bel et bien. On peut même le toucher, comme vous le voyez. Deuxièmement, et le plus important encore, l'équipage qui a effectué une mission de combat ici à bord de ce véhicule, sur l'axe de Zaporozhye, est sain et sauf et continue de combattre l'ennemi sur ce secteur du front. Tout cela s'est passé dans le contexte des négociations, le lendemain. À vrai dire, c'était inattendu. On ne s'attendait pas à un effet si fort. L'équipage avait pour objectif d'aller jusqu'à la ligne de front, aux positions ennemies, et puis revenir à la mission de diversion. Je pense que la mission assignée a été accomplie. En fait, on a fait ça au début pour rigoler. On a proposé au commandant d'accrocher un drapeau américain parce que ce véhicule, pris en trophée, est américain. Il a dit « D'accord les gars, faites tout comme il faut, accrochez-le ». On l'a donc accroché et on est parti. Scooter. En avant toute. Scooter, tu dis que tu débordais d'émotion quand tu as effectué ta mission de combat. Oui, quand je suis monté à bord du véhicule, j'avais très peur. À la guerre, chaque sortie fait peur. Seuls les fous n'ont pas peur. Donc j'avais très peur de sortir. Mais on a bien travaillé en équipe avec Medic. On s'est bien entendu. Il me claque la main, ça veut dire « prépare-toi ». Il me tenait par la ceinture pour que je puisse l'atteindre. La deuxième fois qu'il me claque la main, ça veut dire qu'il faut sortir du véhicule. Je suis sorti une première fois, j'ai fait marcher la guerre électronique et je suis remonté. Je m'accrochais à sa ceinture, j'ai chanté tout le long du chemin pour me débarrasser de la peur. La peur se transforme en adrénaline, à vrai dire. Plus on est proche de la ligne de front, plus la peur se transforme en adrénaline. Quand on commence à effectuer la mission de combat, quand on tire ou quand on sort du véhicule comme moi, l'adrénaline se transforme en euphorie. La peur disparaît complètement et on ne pense qu'à la mission de combat. Medic, tu as un sourire mystérieux. L'important, c'est que tout s'est bien passé. C'était comment de ton côté? À vrai dire, j'ai pas vu, mais j'ai compris que quelque chose nous a touchés quand l'élastique à l'avant a fait comme ça et est tombé. J'ai compris donc qu'on nous a touchés. Mais je portais mon casque, je ne voyais que la route. Franchement, j'ai été très surpris de voir cela se propager aussi vite dans les médias étrangers, dans les médias de l'ennemi. L'effet a été probablement 100 fois plus fort qu'on ne l'attendait. Medic, vous avez amélioré quoi dans ce véhicule? On a mis la protection anti-drone, on a soudé des tuyaux et fixé des grilles. Il y a aussi leur ancien signe tactique, le triangle. Oui. Et ça, c'est l'endroit où le drone FPV vous a touché, c'est ça? Oui, il a attaqué de ce côté. Voilà les nouvelles marques. Et quelque chose s'est détaché aussi du train de roulement. Oui, un galet. Le véhicule a donc été pris comme trophée, Mais c'est plus agréable d'être à bord d'un des nôtres. Oui, c'est plus agréable. En conduisant, on peut tout voir. La tourelle tourne bien. Dans notre véhicule, on voit tout, notamment dans le viseur du tireur, tandis qu'ici, la visibilité est réduite. Tout est pratiquement fermé. Quand nous sommes arrivés, je devais sortir par la trappe. J'avais du mal à l'ouvrir en raison de mon faible poids. J'ai quand même réussi à l'ouvrir et à sortir. J'ai jeté une grenade fumigène, mais je ne sais pas comment ça m'est arrivé. Peut-être sur le coup de l'adrénaline. Je l'ai jetée dans le grillage et elle y est restée, dans cette clôture grillagée. Tant qu'il y avait de la fumée, j'ai enlevé le premier drapeau, ensuite le second, et je suis retourné dans le véhicule. Écoute, une fois la vidéo publiée, elle s'est répandue partout. Le chef du bureau du président ukrainien, Ermak, l'a également publiée. Elle a été diffusée quelque part à l'étranger. Par conséquent, l'un des sujets du lendemain était que le véhicule a été détruit et que son équipage a été tué. C'était une intox ukrainienne. Le véhicule et son équipage n'ont pas été touchés. Ils attendent ça en vain. À vrai dire, après la publication de cette vidéo, j'ai pris la grosse tête, disons. Medic me calmait tout le temps, il me disait de me calmer. D'abord, ma tante m'a envoyé la vidéo, puis on m'a envoyé les publications des journalistes militaires. J'ai vu le niveau que j'ai atteint
et j'ai dit à Médic que tout était vraiment sérieux. La vidéo s'est répandue sur tous les réseaux sociaux, partout. Le soir, le commandant est venu nous voir. Son chauffeur a dit « Ce n'est pas pour rien que Scooter a pris la grosse tête. Les journalistes vont bientôt venir vous voir. » En fait, nous étions censés partir. Tout était prêt pour ça. Au départ, nous voulions tout simplement nous amuser et embêter un peu les Ukrainiens. Nous avons donc réussi. Comme nous pouvons le voir, nos gars n'ont pas besoin d'intelligence artificielle pour conduire ces véhicules. S'il reste toujours des doutes sur ce fait, nos soldats du 70e régiment sont prêts à accueillir tout le monde. Les drapeaux ont plutôt un effet psychologique. En fait, celui qui vient chez nous dans un M113 sera tué par un M113. Comme disait Alexandre Nevsky, on peut tout revoir sous un angle moderne. Alors, on va gagner les gars ? Bien sûr. La victoire sera à nous. Les tensions entre la Hongrie et l'Ukraine s'intensifient de plus en plus. Les précisions dans notre sujet. La confrontation entre la Hongrie et l'Ukraine ne cesse de s'aggraver, en particulier à cause des bombardements répétés du régime de Kiev sur l'oléoduc Druzhba, amitié en français, non militaire, qui a une importance stratégique pour la Hongrie et d'autres pays. Et Zelensky continue de se moquer, et cela ne fait qu'exacerber le conflit. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, n'est pas resté silencieux et a répondu à ce genre de menaces. Zelensky s'est servi de la fête nationale ukrainienne pour menacer la Hongrie. Nous rejetons fermement ces intimidations du président ukrainien. Cette guerre, avec laquelle la Hongrie n'a rien à voir, ne pourra jamais justifier la violation de notre souveraineté. La Hongrie s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE parce que, selon le Premier ministre du pays, Kiev n'a pas de frontières claires, d'économie fonctionnelle, ni de souveraineté réelle, et son entrée dans l'Union européenne pourrait conduire à une guerre sans fin. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères s'est lancé dans une querelle avec son homologue hongrois sur les réseaux sociaux, répondant de la même manière que Zelensky. Vous n'avez pas à dire au président ukrainien ce qu'il doit faire ou dire et à quel moment. Il est le président de l'Ukraine, pas de la Hongrie. La sécurité énergétique de la Hongrie est entre vos mains. Diversifiez-vous et devenez indépendant de la Russie comme le reste de l'Europe. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié de banditisme les frappes ukrainiennes contre l'oléoduc de l'Amitié. La diplomate a également condamné la position des hommes politiques occidentaux qui ne cherchent même pas à contenir le régime de Kiev lorsqu'ils bombardent des infrastructures civiles. Cela témoigne selon elle soit de leur folie, soit de leurs aspirations illégales. Toute attaque contre une infrastructure civile, surtout énergétique, doit être condamnée et susciter uniquement des réactions et des commentaires négatifs, accompagnés d'appels à mettre fin à une telle activité. Il s'agit d'un véritable banditisme visant à saper les fondements et la planification stratégique à l'intérieur de l'État. Par ces agissements, l'Ukraine cherche à entraîner la Hongrie dans le conflit russo-ukrainien. Outre la Hongrie, plusieurs autres pays européens, dont la Slovaquie, reçoivent des matières premières via cet oléoduc. C'est pourquoi les gouvernements des deux pays ont saisi la Commission européenne pour exiger qu'elle oblige l'Ukraine à cesser les frappes. En vain. Parfois, même en amitié, les critiques pleuvent. Les États-Unis accusent désormais la France d'antisémitisme. Dans sa lettre ouverte au président Macron, l'ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, a déclaré que Paris ne prenait pas assez d'actions pour prévenir l'antisémitisme. En France, il ne se passe pas un jour sans que des Juifs ne soient agressés dans les rues, sans que des synagogues et des écoles ne soient profanées, ou sans que des entreprises appartenant à des Juifs ne soient vandalisées. Votre propre ministère de l'Intérieur a signalé des cas d'antisémitisme même dans des écoles maternelles. Les déclarations publiques harcelant Israël et les gestes en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien encouragent les extrémistes, alimentent la violence, mettent en danger la vie des Juifs en France. Dans le monde d'aujourd'hui, l'antisionisme est de l'antisémitisme, tout simplement. La réponse du ministère français des Affaires étrangères n'a pas tardé. Kushner a été convoqué au Quai d'Orsay et ses propos ont été qualifiés, je cite, d'inacceptables. Le communiqué indiquait également que la France rejetait fermement ces accusations et que les autorités françaises étaient pleinement mobilisées pour lutter contre la montée insupportable des manifestations antisémites au cours des 2 dernières années. Depuis le début de l'opération de Tsahal dans la bande de Gaza, des manifestations contre Israël ont lieu dans le pays presque chaque semaine. Et maintenant, passons aux actualités les plus discutées sur notre site rtenfrançais.tv. Zimbabwe, bond de 30% des exportations de lithium au premier semestre 2025.
Le Zimbabwe a exporté plus de 586 000 tonnes de concentré de spodumène entre janvier et juin 2025, soit une hausse de 30% par rapport à la même période l'an dernier. Le pays consolide ainsi sa place de fournisseur stratégique pour les batteries et véhicules électriques dans un contexte de transition énergétique mondiale. Afrique du Sud. La baisse de l'aide américaine menace la lutte contre le VIH. Le gouvernement sud-africain assure que le retrait d'une partie du financement américain ne compromettra pas son programme de lutte contre le VIH, le plus important au monde. Mais les difficultés budgétaires et la fermeture de plusieurs cliniques font craindre une hausse des infections et des décès dans les prochaines années. Garantie de sécurité pour l'Ukraine. Une illusion atlantiste qui portera atteinte à la sécurité de la Russie. Le processus politico-diplomatique des garanties de sécurité pour l'Ukraine touche à sa fin. Pour Karine Béchette-Golovko, l'idée même de ces garanties va à l'encontre de l'intérêt de la Russie qui devrait sortir du paradigme imposé par les atlantistes si elle veut mettre un terme à cette guerre cyclique d'épuisement réciproque. Suivez toutes les actualités du jour à tout moment et où que vous soyez sur rtenfrançais.tv. 5 journalistes ont été tués dans une nouvelle attaque israélienne dans la bande de Gaza. Au total, environ 20 personnes ont péri dans des tirs sur l'hôpital Nasser, parmi lesquels des employés de médias tels que Reuters, Al Jazeera, NBC et Associated Press. Tsahal a reconnu être responsable de l'attaque et a déclaré ne pas vouloir, je cite, nuire à des personnes non impliquées. Cependant, comme le souligne l'association de la presse étrangère, ce n'est pas la première fois que des journalistes sont victimes d'attaques de l'armée israélienne. Il s'agit de l'une des attaques israéliennes les plus meurtrières contre des journalistes travaillant pour des médias internationaux depuis le début de la guerre à Gaza. Ces frappes ont touché l'extérieur du bâtiment, où les journalistes se tenaient souvent avec leurs caméras. Les frappes sont survenues sans avertissement. Nous exigeons des explications immédiates de la part de Tsahal et du cabinet du Premier ministre israélien. Nous appelons Israël à mettre un terme définitif à ces pratiques odieuses visant les journalistes. Et c'est la fin de cette édition d'information. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux XVK, Telegram, tout l'univers numérique de RT en français. Prochain point sur l'actualité dans une trentaine de minutes.